Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, rencontre avec une nouvelle marque événementielle et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Sodexo Live. Et oui, Sodexo fait de l'événement, on en parlera dans un instant. On ira également à la rencontre d'un start-upper qui a mis au point une lampe pour aider les dyslexiques à mieux appréhender l'apprentissage de la lecture. On sera avec le CEO de Blablacar qui nous expliquera ses ambitions après 15 ans d'existence et comment il compte faire finalement de Blablacar un acteur global de la mobilité internationale. Et puis on terminera avec notre rendez-vous mensuel sur la transformation des entreprises. Non, le bureau n'est pas mort. On verra ça dans quelques instants. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et pour commencer cette émission, je suis avec Nathalie Bellon-Szabo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale monde de Sodexo Live. Alors c'est une marque qui officiellement a été lancée il y a 2 mois et qui regroupe l'expertise de Sodexo dans le sport, l'événementiel, les loisirs. C'est vrai que quand spontanément je pense à Sodexo, numéro 2 mondial, je crois, de la restauration collective, je ne pense pas à ces sujets-là d'emblée. Alors racontez-moi quelle est votre expertise là-dessus. Alors Sodexo Live, c'est en effet une nouvelle marque que nous avons lancée il y a 2 mois. Sodexo Live, c'est pour nous rendre un peu plus visibles parce que nous sommes les leaders mondiaux dans le domaine de la restauration et des services, effectivement du sport, des loisirs, des lieux culturels et de l'événementiel. Donc aujourd'hui, notre conviction chez Sodexo Live, c'est rien de mieux qu'un événement en live, après ce que nous venons de vivre depuis 2 ans. Et notre métier, c'est de créer des expériences inoubliables pour des fans, les consommateurs, qui sont les clients de nos clients. Donc, par exemple, des fans dans un stade, le public dans un musée, voilà. Et donc, nos clients, c'est la Coupe du Monde de rugby, c'est les gens qui organisent le Super Bowl. Mais je ne savais pas du tout, vous avez fait 15 éditions du Super Bowl ? C'est ça ? On a fait 5 éditions de la Coupe du Monde de rugby. On a fait, quelques éditions du Super Bowl. On a fait la dernière qui était à Miami il y a 2 ans. Voilà, donc Sodexo Live, c'est 40 000 collaborateurs. Nous sommes dans 500 sites à travers le monde. Et avant Covid, c'était 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Mais en fait... J'ai découvert, moi, complètement en creusant Sodexo Live, que vous êtes aussi derrière l'école Le Nôtre, que vous avez 2 restaurants étoilés au Michelin, le Pré-Catelan et le Jules Verne à la Tour Eiffel. Vous avez envie qu'on associe davantage Sodexo aussi à la gastronomie ? Écoutez, Sodexo Live, c'est effectivement ce qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a lancé cette marque Sodexo Live. C'est pour nous différencier un tout petit peu du groupe Sodexo et pour montrer aussi ce que Sodexo Live faisait depuis une 30aine d'années. Donc effectivement, en France, nous avons Le Nôtre avec le Pré-Catelan et ses 3 étoiles au guide Michelin avec Frédéric Canton, mais aussi nous gérons la restauration de la Tour Eiffel avec Frédéric Canton et avec Thierry Marx. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Et effectivement, aujourd'hui, l'ambition et la stratégie de Sodexo Live, c'est premièrement, on est dans différentes zones géographiques. Il faut savoir que les États-Unis, c'est 65% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Deuxièmement, on est dans différents sous-segments. On est dans les stades, on est dans les convention centers, on est dans des musées, des aquariums, on est dans les événements, on est dans les lounges d'aéroports, on est dans des lieux emblématiques comme par exemple la Tour Eiffel. Et ensuite, on fait différents services. On fait de la restauration qui est effectivement notre cœur business, mais on fait aussi de la commercialisation de sites. Par exemple, ici, on gère en France des conférences, des centres de conférences comme la Maison des Arts et Métiers, où c'est nous qui, pour nos clients, commercialisons ces sites et donc faisons venir sur ces sites des sociétés ou des gens qui veulent organiser un dîner ou un séminaire ou une convention.
Ah oui, c'est un métier même complètement différent de celui de la restauration, pour le coup. On est sur quelque chose d'un peu annexe. Exactement. Donc la restauration, c'est vrai que c'est notre métier d'origine et c'est vrai que nous faisons de la restauration et comme je vous ai cité ces grands chefs, mais on est capable aussi de faire de la restauration dans les stades et donc de nourrir 80 000 personnes. Mais on est capable aussi, au Jules Verne, de nourrir un certain nombre de personnes qui vont déguster le menu de Frédéric Anton. Alors vous le disiez, avant la crise Covid, c'était 1,7 milliard de chiffre d'affaires, je crois, c'est ça? Oui, 1,8 milliard, oui. Ouais, vous vous êtes dit, malgré la crise, il faut quand même accélérer sur ce segment-là. C'est pas parce qu'on s'est arrêté pendant un an et demi là, que ça va pas repartir très fort après? En fait, c'est vrai que la crise a été très difficile et on a vraiment eu une période compliquée et difficile. Mais par contre, je connais ce business depuis plus de 30 ans. Après une crise, il y a toujours un rebond. Et plus on est dans la digitalisation, plus les gens, comme je l'ai dit, ont envie de se retrouver dans un événement live. Et effectivement, depuis septembre, on voit un redémarrage assez fort des activités. Vous avez pu voir samedi soir au Stade de France, le stade était plein. Et donc, oui, je crois vraiment, je suis convaincue que les gens veulent se retrouver ensemble dans des moments exceptionnels. Et là, effectivement, Sodexo Live a toute sa place vis-à-vis de ses clients et avec ses partenaires. Et donc, je suis assez confiante, oui, par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a lancé cette marque. C'est pour ça qu'on veut affiner notre stratégie et on veut développer donc Sodexo Live dans les années à venir. Alors, aux États-Unis, je l'ai expliqué, parce qu'on a 65% de notre chiffre d'affaires qui est le plus grand marché dans le monde, mais évidemment continuer à nous développer en France. On a déjà un certain nombre de marques. On gère la Tour Eiffel, on a le nôtre, on est dans les stades, on est dans les yachts de Paris aussi, c'est ça? Les yachts de Paris. On a sur la Seine, nous avons 30 bateaux. Donc nous avons différentes marques. Nous avons bateau parisien, bateau bus, yacht de Paris. Et donc évidemment, on a un paysage absolument incroyable qui est Paris. Et donc, les gens, aujourd'hui, reviennent sur les bateaux, ont envie de organiser des dîners, ont envie de se retrouver, ont envie de vivre. Mais pourtant, vous avez vendu le Lido à Accor. Alors, le Lido, c'est effectivement en process. On n'a pas encore vendu. Vous êtes en cours. Tout en cours. Et donc, je vous en parlerai une fois que ça sera fait. Mais pourquoi cette volonté de se désengager ? Non, au contraire, c'est ce que je vous dis. Ma stratégie, c'est pas de me désengager. Ma stratégie, c'est de me développer. Alors, de faire certains choix. Oui, d'accord. C'est vrai, de faire certains choix géographiques, comme je l'ai dit. Donc, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Asie. De faire certains choix au niveau des différents types de clientèle que nous avons, dans les stades, les arénas, dans les musées, dans les aquariums, dans les zoos, dans les lounges d'aéroports, dans les événements sportifs et culturels et les grands événements comme les Jeux Olympiques, par exemple, puisque nous venons de signer un contrat avec Paris 2024. Et enfin, c'est aussi nous développer dans la restauration, mais pas que, puisqu'on ne faisons pas que de la restauration, dans le ticketing, dans la commercialisation. C'est ça notre ambition. Donc notre ambition est de nous développer au contraire. Donc vous avez une volonté presque de diversification en fait. En fait, nous sommes déjà quand on organise la Coupe du Monde de rugby à Tokyo, on ne fait pas que la restauration. D'ailleurs, on la sous-traite, puisque Sodexo n'est pas implanté au Japon. Mais on vend des packages d'hospitalité, travel, c'est-à-dire qu'on fait venir ou des fans de l'extérieur du Japon ou des fans japonais. Et c'est nous qui vendons les packages avec ou de l'hôtellerie ou de la restauration et le ticket pour aller au stade. Voilà, c'est quelque chose que nous faisons depuis 20 ans, mais ça ne se sait pas. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, je suis là pour vous en parler. Alors, justement, vous avez mentionné les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, vous allez gérer la restauration du village des athlètes pour Paris 2024. Et tout à l'heure, on parlait de gastronomie. Là, on est presque davantage sur de la diététique. C'est encore un autre volet et j'imagine une autre façon de travailler aussi. Alors, effectivement, on va nourrir
14 500 athlètes pendant les Jeux olympiques et para-olympiques en 2024. Donc, on est très fiers d'avoir gagné ce contrat. Alors, différentes choses. La première chose, c'est que ces 14 500 athlètes et ces 200 différentes, plus de 200 nationalités, je pense que ces athlètes vont vivre une expérience incroyable puisqu'ils vont faire les Jeux olympiques. Donc, il se veut que nous-mêmes, Sodexo Live, nous leur proposons une offre de restauration qui soit premièrement effectivement adaptée à la diététique, puisque ce sont des athlètes sportifs quand même. Et ça, on a une expertise par rapport à ça, puisque ça fait des années. Par exemple, je vous donne Roland Garros. Ça fait 30 ans qu'on nourrit les tennisman à Roland Garros. D'accord. Donc, on a une expertise chez Sodexo Live de nourrir des athlètes de haut niveau. Et donc, ensuite, on est en France. Donc, effectivement, l'idée, c'était de aussi leur proposer une offre internationale, mais aussi une offre française gastronomique. Après tout, on est en France, on est à Paris. Donc, pour eux, ils viennent aussi à Paris. Ils sont tous étrangers. Et donc, c'était aussi une expertise une expérience qu'on voulait leur faire vivre. Et donc, on va travailler avec des chefs, des grands chefs, pour leur proposer un menu. Et la troisième chose aussi, je pense, qui nous a fait gagner ce contrat, c'est que on est très aligné avec Paris 2024, tout ce qui est environnemental, social, etc. Et donc ça, je pense que ça nous a aidés dans le fait de voir gagner ce contrat. Et on est extrêmement fiers de travailler pour Paris 2024. C'est notre façon à nous de faire les Jeux Olympiques. Alors, vous mentionnez la RSE, effectivement, qui est un enjeu majeur pour les JO 2024. Et votre groupe est assez impliqué sur ces thématiques-là. C'est vrai qu'on critique beaucoup et à la fois la restauration et à la fois l'événementiel en termes de déchets notamment. Comment est-ce que vous avez l'intention de répondre à ces questions ? Alors, en ce qui concerne la RSE, prenons les Jeux Olympiques, par exemple. Bon, effectivement, on est très attachés, et ça, pas que sur les Jeux Olympiques, mais sur tous nos restaurants chez Sodexo, y compris dans des restaurants étoilés comme le Jules Verne. On est très attachés à tout ce qui est gaspillage alimentaire. Donc, on a des process très précis par rapport à nos chefs qui doivent respecter pour ne pas faire du gaspillage alimentaire. La deuxième chose dont je peux parler aussi, c'est pour les Jeux Olympiques, ce qu'on va faire, c'est que 15% de notre personnel vont être des gens qui vont être des gens qui sont en difficulté ou qui sont en situation de handicap. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et dans notre offre, nous avons proposé que 15% de ces personnes-là soient employées pour faire les Jeux Olympiques. Ensuite, on est beaucoup aussi dans la diversité des femmes, des hommes, mais aussi la diversité en général. Voilà, ce sont quelques points que nous allons développer, notamment pour les Jeux Olympiques, mais que nous faisons beaucoup au sein du groupe. Merci beaucoup Nathalie Bellon-Szabo. Je rappelle que vous êtes directrice générale monde de Sodexo Live. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et je suis maintenant avec Julien Legras, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de LexiLife, alors une start-up qui, à ce stade en tout cas, essaie de trouver des solutions pour les dyslexiques. Vous êtes à l'origine d'une lampe et d'une appli. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette problématique qui est quand même très particulière ? Alors, à l'origine, en fait, de cette entreprise, de cette aventure LexiLife, en fait, il y a la science, c'est-à-dire qu'une découverte scientifique a permis de découvrir que la majorité des personnes dyslexiques avaient une particularité physique au niveau des yeux, au niveau des taches de Maxwell. En gros, pour faire très simple et sans trop rentrer dans le détail, les personnes dyslexiques ont une prédisposition naturelle à avoir une double dominance au niveau des yeux. Et en fait, c'est ça qui crée la difficulté du décodage de la lecture. Alors, attendez, là, vous avez déjà trop vite pour moi. Ça veut dire quoi, une double dominance au niveau des yeux ? Naturellement, une personne non dyslexique a un œil dominant
dominée, ce qui fait qu'il y a un effet miroir qui s'opère et donc vous décodez la lecture assez naturellement et le cerveau reçoit l'information à une vitesse normale. D'accord. Les personnes dyslexiques ont en fait une surefficience visuelle du fait de cette double dominance. Donc en fait, les deux yeux envoient au cerveau l'information à la même vitesse. Donc en fait, ça va trop vite et donc ça télescope l'information au niveau du cerveau et ça crée cet embouteillage qui fait que le décodage de la lecture, il n'est pas fluide. Donc en fait, c'est cette surefficience qui pose problème. Donc en fait, derrière l'aventure LexiLife, déjà il y a la science. Déjà, ils sont surperformants au niveau des yeux, en gros. Exactement, mais pas que. En fait, la dyslexie, c'est tout un schéma de pensée. Je vais vous donner juste une anecdote. Les personnes dyslexiques, au niveau de la vitesse de la connexion neuronale, ça va 2000 fois plus vite dans le cerveau d'une personne dyslexique que dans le cerveau d'une personne non dyslexique. 2000 fois 2000 fois plus vite. L'information, elle va 2000 fois plus vite. Donc, en fait, derrière ces particularités cognitives, il y a des difficultés, notamment l'apprentissage de la lecture, mais il y a, Dieu merci, des avantages, des surefficiences, et notamment une plus grande sensibilité, une plus grande créativité, etc., etc. Donc, on le sait quand on côtoie des personnes dyslexiques dans son quotidien. Alors, j'ai compris le schéma, j'ai compris la problématique, mais maintenant, pourquoi la lampe ? Alors, pourquoi la lampe ? Parce qu'en fait, grâce à une lumière un peu spécifique, une lumière pulsée et modulée, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme derrière Maison qui travaille et qui permet d'avoir cette lumière un peu particulière, on arrive à envoyer une fausse information au cerveau et globalement à le tromper et à rectifier cette particularité naturelle en créant artificiellement un œil dominé, un œil dominant, avec cette lumière en fait qui alternativement va arriver au niveau de l'œil. Donc, on ne corrige bien évidemment pas le support, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire un livre sous notre lampe, on corrige absolument pas le support en lui-même, mais par contre, c'est la réverbération de la lumière qui arrive au niveau du cerveau et qui trompe en fait le cerveau pour rétablir une situation qui devient tout d'un coup un peu plus naturelle et donc permet à la personne dyslexique de lire de manière plus fluide et plus agréable. Mais ça fatigue pas les yeux ? Ah ben non, justement, ça va les soulager, en tout cas pour les personnes dyslexiques. Au même titre que quand vous avez des problématiques de vue, on vous fait une correction au niveau des lunettes et quand vous les mettez, ça vous soulage. C'est exactement la même chose. Une personne dyslexique, avec ce dispositif, sera soulagée et donc pourra lire plus facilement, de manière plus agréable. Alors quand on parle des effets court terme, c'est le fait de lire mieux tout de suite, mais il y a aussi des effets à moyen terme et à long terme, c'est une réduction de la fatigue, une baisse des migraines ophtalmiques et une meilleure capacité de concentration, parce que quand vous devez vous forcer à vous focaliser sur un texte que vous avez des difficultés à lire, par définition, ça vous demande beaucoup d'énergie, des stratagèmes de contournement, et donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. C'est adaptable en fonction de la dyslexie, parce qu'il y a presque autant de dyslexie que de personnes, j'imagine. Exactement, c'est souvent ce que je dis, il y a autant de dyslexie qu'il y a de dyslexie. En fait, c'est un spectre, donc par définition, c'est plus ou moins marqué, les effets sont pas toujours les mêmes, et effectivement, c'est pas un système universel où vous allumez la lampe et hop, comme par magie, ça fonctionne. On n'est absolument pas dans de la magie, rien à voir. Donc, en fait, chacun trouve son point de netteté. Alors, je prends souvent l'image d'une paire de jumelles. Quand vous prenez une paire de jumelles, vous la réglez entre guillemets à vos yeux, vous faites l'autofocus. Ouais. Là, c'est un petit peu pareil. Derrière la lampe, vous avez deux potentiomètres qui permettent de régler la modulation et la fréquence. Et donc, chacun trouve son point de netteté et peut trouver l'équilibre qui lui convient. Et globalement, on a un taux de concordance d'environ, moi j'aime bien la loi de Pareto, 80% de taux de positivité avec les personnes dyslexiques avec lesquelles nous travaillons. Mais quand on parle de fréquence lumineuse, ça ne veut pas dire que la lumière, elle oscille ou... Alors, si, pour schématiser, si, en fait, elle oscille de manière très rapide, elle est imperceptible à l'œil nu, ou de manière très, 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 très fine. Mais si, il y a une oscillation de la lumière, et c'est cette fréquence qui permet d'envoyer, en fait, au cerveau une fausse information. Et c'est plus efficace, par exemple, qu'une police adaptée, genre Open Dyslexique ou ce genre de choses ? Alors, ça peut être complémentaire, et dans certains cas, il y a des personnes dyslexiques qui sont absolument pas soulagées par Open Dyslexie, par exemple, d'autres qui adorent. Enfin, en fait, encore une fois, on en revient à la personnalité de chacun, à ses besoins, on est tous uniques, et donc chacun va trouver le soutien, la solution qui lui convient le mieux. Certains, ça va être la police de caractère, d'autres, ça va être notre lampe, d'autres, ça va être rien, malheureusement. Donc voilà, en fait, tout ce qui permet d'aider les personnes dyslexiques et les personnes neurodiverses au sens large, de toute façon, est bienvenue, je pense, dans notre monde. Alors, vous dites derrière, il y a un algorithme, j'imagine qu'il y a dû avoir... énormément de R&D derrière. Vous-même, c'est quoi votre parcours pour arriver jusqu'à la fabrication d'une lampe ? Alors le parcours en fait il est industriel en fait, c'est-à-dire que derrière en fait la genèse de l'entreprise elle est un petit peu amusante, c'est que en fait notre actionnaire actuel, en fait, hérite, dans le cadre d'un rachat industriel, de ce projet qui était incubé dans une société qui produisait des lampes et qui incubait, en fait, ce projet un peu par le cœur. Et notre actionnaire a dit, ce projet, il est juste magnifique humainement, il est social, il est solidaire, on va en faire quelque chose de beau. Et un petit peu dans l'ombre, parce qu'il ne veut pas apparaître sur le devant de la scène sur ce sujet-là, en fait, il a financé depuis 2018 les avancées, les développements technologiques. Donc, on a eu une première version de la lampe
lampe, qui nous a permis vraiment de faire un vrai testing sur le terrain avec plus de 400 utilisateurs qui au quotidien l'utilisaient et nous faisaient leur remontée de dire bah voilà, il faudrait améliorer ci, améliorer ça, la sensation c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et puis donc ça nous a permis de progresser, de continuer à évoluer dans notre recherche et développement et d'arriver à la version actuelle de notre lampe qui dans le coup est beaucoup plus aboutie, que ce soit en termes de design mais aussi en termes de performance. Et ça se passe extrêmement bien et voilà, on est en train de progresser, d'évoluer et d'aider un maximum de personnes, que ce soit en direct auprès des utilisateurs, c'est-à-dire souvent des enfants, majoritairement des enfants, mais on est en train de travailler de plus en plus avec les collectivités locales, territoriales, avec l'éducation nationale, pour pouvoir rendre cette découverte et cette innovation accessible au plus grand nombre. Alors justement, vous parlez de l'éducation nationale et c'est vrai que je lisais dans vos communiqués, en gros, il faudrait l'utiliser surtout entre 8 et 18 ans parce que finalement, c'est au moment où on apprend la lecture qu'il ne faut pas mettre les enfants en échec. Tout à fait. C'est ça ? Mais en fait, le socle des savoirs, en fait, c'est un peu le passeport. Alors moi, j'appelle ça le passeport républicain, quoi. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, à un moment donné, faut essayer d'avoir un socle un petit peu solide pour pouvoir se projeter, avoir des rêves et de l'ambition. Quand un gamin, qu'il soit issu d'une famille de cadres sup qui ont les moyens de l'accompagner, du filer des cours particuliers, c'est une chose. Mais quand vous venez d'une famille plus modeste et que justement c'est un peu plus compliqué, si en plus vous décrochez scolairement parce que vous êtes dyslexique et que vous n'êtes pas diagnostiqué par un orthophoniste, que vous n'êtes pas suivi par vos parents qui n'ont juste pas le temps ou pas la capacité de vous accompagner scolairement, autant vous dire que pour vous projeter dans l'avenir et avoir des rêves, c'est un peu compliqué. Donc je pense que oui, il y a aussi un acte un peu citoyen que de dire il faut que ces technologies soient mises à disposition des enfants et aussi et peut-être même surtout dans les zones un peu prioritaires pour pouvoir les aider, les soutenir dans leur scolarité. Alors nous, on a par exemple un partenariat formidable avec le département de la Seine-Saint-Denis qui a mis à disposition des élèves des collèges dans les CDI notre dispositif et les retours qu'on a sont absolument incroyables parce que de leur récit, ils nous disent ce sont des gosses qui globalement ne lisent pas et qui, voyant ça dans les CDI, sont curieux, vont voir, s'assiedent, prennent un bouquin. Et puis alors les enfants diagnostiqués dyslexiques, mais donc qui ont un rebut un peu naturel de la lecture, et ils se mettent à lire en disant « Ah mais en fait ça me soulage ». Et puis au-delà de « ça me soulage », ils disent « Mais c'est super parce qu'on fait quelque chose pour moi ». On m'a jamais regardé, on m'a jamais aidé, et là tout d'un coup on me tend la main, on me met quelque chose à disposition. Donc ce genre de partenariat, c'est ça qui fait qu'on se lève le matin aussi. C'est vraiment cette volonté sociale et solidaire. On est vraiment un projet qui du début jusqu'à la fin de la chaîne essaye de porter des valeurs, que ce soit sur notre conscience dans la manière dont ça a été produit, parce qu'aujourd'hui on rappelle que notre lampe elle est produite en France, dans une entreprise adaptée à Saint-Malo qui emploie 98% de personnes en situation de handicap. Donc en fait on essaye d'être juste du début jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre des lampes, fondamentalement. C'est presque anecdotique, le fait que ce soit une lampe. On s'en fout, moi je ne suis pas un marchand de lampes. Mon ambition, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes et de soutenir justement ces enfants ou ces jeunes adultes. Mais vous le disiez, la priorité c'est 8-18 parce qu'on est dans l'acquisition des savoirs et c'est ce qui fera que la suite sera plus fluide. Il y a un frein quand même, si je peux me permettre, c'est le prix, parce qu'on est aux alentours de 550 €, donc on est très très loin de quelque chose d'accessible. Alors, exactement. Alors ça, c'est justement un truc contre lequel je me bats très fort. C'est un héritage que j'ai, mais ça fait partie des choses qu'on assume quand on hérite justement d'un projet comme LexiLife. Alors, je peux vous l'annoncer là, mais ça sera annoncé officiellement à partir du 1er décembre. En fait, on change le modèle économique chez LexiLife et maintenant on met en avant deux formules, une pour les professionnels, une pour les particuliers. Pour les particuliers, on fait une offre à 54 € par mois pour une mise à disposition de la LexiLife pendant 10 mois et au bout de 10 mois, elle est à vous, ce qui fait qu'on la rend accessible là au plus grand nombre. Et pour les professionnels, on fait une offre locative de manière à rentrer intégralement dans les charges avec une offre locative à partir de 9,90 € par mois qui permet justement aux professionnels de santé, aux établissements scolaires, aux établissements éducatifs, etc., d'intégrer ça pleinement dans leur processus éducatif et donc de pouvoir en faire l'acquisition tout en levant en fait cette barrière à l'acquisition. Pourquoi ? Parce que effectivement, moi, c'est le premier truc qui m'a choqué aussi, je l'avoue, quand je suis arrivé chez LexiLife. Maintenant, je viens de vous le dire, on produit en France, dans une entreprise adaptée, etc., etc. Sauf que dans le coup, j'ai un dilemme économique. C'est que d'un côté, j'essaie d'avoir un cercle vertueux du début jusqu'à la fin de la chaîne. Mais ça a un coût. Et donc, ça rend la lampe plus difficilement accessible aux foyers les plus modestes. En parallèle, si demain, je fais le choix économique de dire, OK, je refais une lampe un peu différente, moins designée, avec des matériaux plus cheap, mais robustes pour que ça tienne dans le temps. Par contre, j'en fais fabriquer 100 000, je les envoie en Asie, elles reviennent et je la vends 200 € ou 150 €. Le problème, c'est que je vais me prendre
d'autres boomerangs en travers de la tête en me disant « Ouais, mais tu fais délocaliser, c'est plus en France, etc. etc. » Donc, de toute façon, il y a toujours un point d'équilibre à trouver. Et je trouve qu'arriver avec des modèles économiques pertinents et novateurs, c'est peut-être la bonne solution pour conserver du Made in France, conserver de la qualité, conserver un service client et du SAV à proximité, parce que c'est aussi un moyen d'être réactif, etc., etc., d'avoir une vraie conscience sociale, solidaire et écologique, mais tout en faisant que, bon bah ok, on est bien d'accord qu'à la fin du mois, tout le monde n'a pas la chance d'avoir 500 € disponibles sur son compte pour acheter une lampe, fût-elle à disposition d'un enfant qu'on aimerait aider pour sa scolarité. Vous êtes sélectionné, je crois d'ailleurs de nouveau, pour le CES de Las Vegas, avec cette fois un Innovation Award. Ça représente quoi pour vous ? Alors, coup de tonnerre, et ce qui prouve qu'on n'a pas préparé et qu'on est vraiment sur une interview en live, je vous annonce que nous avons décidé de ne pas aller au CES de Las Vegas cette année. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'héritages. Et il se passe quelque chose dans la vie de LexiLife ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est qu'en fait, on va annoncer en tout début d'année une levée de fonds de l'ordre d'environ 1 million d'euros. Et que donc, en fait, on revoit le plan stratégique. Et donc, cette troisième version de la lampe, cette évolution, faisait partie, entre guillemets, de l'héritage, et donc c'était la continuité de cette lampe. Sauf qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce nouvel apport, cette nouvelle dynamique grâce à cette levée de fonds, change un peu le paradigme en fait, de l'entreprise. Et donc ça nous permet de regarder un cran après, d'aller plus loin dans notre démarche, de notre développement, et dans notre stratégie aussi de, ok, aujourd'hui, on arrive à apporter une solution pour les personnes dyslexiques, mais demain, on aimerait aller sur les sujets de la neurodiversité, et donc d'aller plus loin, de proposer aussi autre chose. Et donc, je me suis posé en disant, ok, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est responsable que de prendre mes équipes, de prendre un budget qui est assez conséquent, parce que vous savez, hein, quand vous partez au CES de Las Vegas, ça coûte beaucoup d'argent pour une petite structure comme nous, et donc de dire, ok, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent sur la table pour finalement présenter juste une évolution de notre produit, aller chercher une médaille en chocolat, c'est un peu dur pour le CES, mais moi j'ai trop de conviction dans ce que je fais pour considérer que ce qui est le plus important, c'est d'avoir un Innovation Award. Non, ce qui est le plus important, c'est de continuer à défendre la cause que je porte. Et donc, est-ce que c'était de l'argent bien dépensé ? Et bien finalement, mon âme et conscience, j'ai considéré que non. Je me suis dit, ok, cet argent-là, ce budget-là, je préfère le garder pour autre chose, pour aller retourner en R&D, pour développer un autre produit qu'on a dans les cartons qu'on aimerait proposer sur 2022, et pour pouvoir en fait repartir dans la continuité de ce qu'on veut faire, à savoir développer LexiLife sur l'ensemble du panel et du champ de la neurodiversité, et pas exclusivement de dire on fait une énième lampe sur la dyslexie. Donc ce choix, il a été un peu dur, et il paraît surprenant parfois de vue de l'extérieur, mais en attendant, en mon âme et conscience, je me suis dit, c'est de l'argent mal dépensé que d'y aller, donc j'ai dit, on n'y va pas. Vous parlez de la neurodiversité, c'est hyper large, ça va des hauts potentiels à toutes les sortes de dys, au TDAH et autres. Et les autistes Asperger également. Et bien sûr. Ouais. En fait, par quoi on commence ? Eh ben, c'est toute la difficulté, c'est ça, en fait. Mais c'est aussi ça qui est passionnant, c'est que en fait le champ il est énorme, et le champ il est énorme, et donc c'est justement cette dynamique avec cette nouvelle vie que je suis venu incarner en reprenant le projet LexiLife, c'était de dire ok, moi je veux bien participer au projet, le reprendre là où il en est, mais par contre le deal c'est on sort de la toute dyslexie, parce que c'est super, hein, c'est formidable, mais en fait il y a plein d'autres trucs à faire à côté, et surtout la dyslexie, et comme tous les troubles 10, ça vit jamais seul, c'est-à-dire que c'est un millefeuille. Les troubles 10 au sens large sont de toute façon un millefeuille. Et la neurodiversité fait que vous avez une prédisposition naturelle quand vous êtes notamment par exemple TDAH ou au potentiel à avoir des troubles 10 et réciproquement. Donc de toute façon, ne travailler que sur la dyslexie, c'est prendre juste un bout du sujet et la face visible potentiellement de l'iceberg, même si la dyslexie concerne 10% de la population mondiale. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et c'est le premier point de décrochage scolaire, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc le fait de travailler sur la neurodiversité, ça ouvre aussi beaucoup de choses. Par contre, par quoi commencer ? Je vous le dirai l'année prochaine, parce que pour l'instant, très sincèrement, j'ai des idées, mais je n'ai pas encore de certitude sur ça. Bon, vous reviendrez. Merci beaucoup, Julien Legras, CEO de LexiLife. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Je suis maintenant avec Nicolas Brusson, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Blablacar. Je me disais en préparant cette interview, finalement, s'il y en a un que la hausse des prix des carburants arrange, c'est Blablacar, parce que forcément, ça a un impact pour vous, ça vous favorise, non ? Alors, en fait, ce que ça fait, fondamentalement, ça nous favorise un petit peu. En fait, ce que ça fait, c'est surtout un déclencheur pour beaucoup de conducteurs et conductrices qui se mettent au covoiturage. Donc, en fait, ça crée tout un narratif sur le coût de la voiture, finalement. Faire le plein coûte de plus en plus cher. De manière générale, la voiture coûte de plus en plus cher. Et finalement, c'est vrai que ce que ça fait, c'est que ça permet à tout un tas de conducteurs et de conductrices de découvrir
ou bien le covoiturage longue distance, donc le Blablacar qu'on connaît depuis des années, et surtout le nouveau produit qu'on a lancé il y a maintenant, enfin pré-Covid, mais qui repart seulement maintenant, qui est Blablacar Daily, qui sont les trajets du quotidien. Donc là, il s'agit de partager sa voiture 2, 3, 4 fois par semaine sur des trajets de 20 à 40 km qui font énormément d'économies. Donc c'est vrai que c'est un facteur déclencheur. On parle du covoiturage. Et finalement, c'est assez intéressant parce que si on regarde les solutions, on voyait qu'on était complètement bloqué. C'est-à-dire que fondamentalement, le gouvernement, c'est très très difficile de subventionner l'essence. Quand on pense à la COP26, à l'enjeu environnemental, c'est pas le sens de l'histoire. Et finalement, les solutions sont des solutions plus moyen-long terme. Et ça va être des solutions, par exemple, de covoiturage ou autre, mais en tout cas de partage des actifs pour réduire le coût et pour réduire la consommation de carburant, d'essence et le coût de la voiture. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous a amené, j'ai envie de dire, une nouvelle vague de conducteurs et de conductrices sur la plateforme, beaucoup sur le covoiturage domicile-travail, ce qui faisait aussi du bien post-Covid, parce que là, pour le coup, la période Covid, c'était des yo-yo en termes d'usage depuis 18 mois. Alors justement, vous parlez d'un nouvel afflux d'utilisateurs. Ça fait 15 ans que vous existez. Là, vous avez passé la barre des 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Quel est le profil des utilisateurs de Blablacar aujourd'hui ? C'est assez large en réalité, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser, parce qu'on se on aime bien mettre des étiquettes. Voilà, mais on se place du côté souvent passager, on se dit c'est le passager plutôt jeune, plutôt étudiant. En réalité, c'est assez large, c'est-à-dire que c'est 20 millions de gens inscrits en France, donc on touche une population très très large, on a une moyenne d'âge de plus de 35 ans, et c'est pareil dans à peu près tous les pays. On a, en tout cas dans tous les pays européens, un mix à peu près 50-50 hommes-femmes, 55-45, mais c'est assez équilibré. Donc c'est un produit très j'ai envie de dire, démocratique, qui touche à peu près tout le monde. Et en effet, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, et on voit que c'est à peu près le même profil partout. Et quelles sont les motivations ? Alors c'est une question d'économie, c'est une question pratique, parce que toutes les communes ne sont pas desservies par des gares. Voilà, oui, il y a plusieurs aspects. Donc il y a un aspect évidemment économique, c'est-à-dire qu'on apporte quand même des prix, surtout en last minute, qui sont des prix très attractifs. Mais il y a deux autres aspects. Donc il y a un aspect de désenclavage en fait des communes. Et en effet, on se rend compte qu'aujourd'hui, en France en particulier, la majorité des trajets de covoiturage ne sont pas en concurrence avec du train ou du car longue distance. D'ailleurs, on fait du car longue distance et on le voit. Et ça cannibalise pas du tout le... Légèrement, mais à hauteur de 20% de l'activité. Et en fait, le covoiturage va plutôt aller desservir des régions mal desservies où en fait, il n'y a pas de train, il n'y a pas de ligne directe, il n'y a pas de bus direct. Et on se retrouve à faire des trajets compliqués, intermodaux, où on n'arrête pas de changer, qui sont plus longs, plus chers, etc. Donc la force du covoiturage, c'est ça. Puis après, il y a une autre force qui est les valeurs que ça porte. Donc on parlait à l'instant de l'aspect partage des coûts. Il y a aussi tout l'aspect environnemental. Et aujourd'hui, on voit quand même beaucoup d'utilisateurs, notamment sur les conducteurs et les conductrices, qui ne le font pas que pour des raisons financières. Ils le font en partie pour ça, évidemment. Mais ils le font aussi pour des raisons environnementales. Ils se disent que finalement, c'est l'évolution naturelle de l'utilisation de la voiture. Et finalement, quand ils commencent à faire du covoiturage, ils continuent sur la durée. Donc il y a quand même des motivations plus profondes qui sont portées par la marque. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent dans la relation des gens avec Blablacar. Il y a une relation beaucoup plus émotionnelle que sur des plateformes plus classiques B2C qui vendent des billets de train ou des billets de bus. Comment est-ce que votre offre Daily, là, elle s'insère là-dedans ? Parce que initialement, vous étiez sur des distances plus de 50 km. Là, évidemment, vous avez largement raccourci cette distance minimale. Ouais, c'est quoi la logique ? Alors, la logique, c'est vraiment d'amener le covoiturage là où le covoiturage peut avoir le plus d'impact. Donc, si on regarde l'utilisation de la voiture, elle est principalement sur ces trajets du quotidien. Donc, au début de l'histoire de Blablacar, il s'appelait covoiturage.fr, donc avant que ça s'appelle Blablacar, on voulait faire ça. Donc, on partait sur une thèse qui était plus une thèse de domicile-travail et de trajet court. On s'est rendu compte que les gens l'utilisaient plutôt pour des distances plus longues au départ et que c'était beaucoup plus facile pour nous, plus simple en tout cas, de lancer des trajets plus longs parce que c'était plus facile d'avoir la masse d'utilisateurs sur du Paris-Lyon, du Paris-Lille, etc., qui s'est ensuite étendu sur un réseau beaucoup plus large. Sur le domicile-travail, en fait, il faut une masse d'utilisateurs énorme très rapidement parce qu'on est sur des trajets, il y a des millions de trajets différents et très précis. C'est-à-dire qu'il faut amener les gens vraiment à leur travail et les récupérer ou les déposer pas loin de chez eux. Et en fait, aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a une communauté de covoiturage longue distance, mais qui fait 20 millions d'utilisateurs en France. Et donc, on part de l'éducation, l'évangélisation qu'on a fait de 20 millions de personnes, qui fait qu'aujourd'hui,
Le covoiturage, c'est, j'ai envie de dire, normal. Enfin, les gens connaissent la marque. Il y a 10 ans, c'était quelque chose de bizarre et complètement nouveau. Et ça nous permet en fait d'avoir une masse d'utilisateurs suffisante pour que les gens se trouvent et se rencontrent. Donc on crée, en fait, une autre manière de le dire, ça crée cette liquidité dans la place de marché qui fait que je vais quand même réussir à trouver quelqu'un. Et donc, sur ces trajets-là, on se rend compte que l'usage et la fréquence est beaucoup plus élevée. Parce que sur le domicile-travail, on est sur 10 usages par mois, alors que sur la longue distance, on est à 4 usages par an en moyenne. Donc on touche les gens beaucoup plus fréquemment et l'impact économique, l'impact environnemental est bien supérieur. Oui, mais là où je suis surprise, moi, c'est que j'ai l'impression que sur le covoiturage domicile-travail, il y a déjà pas mal d'offres, y compris implémentées à l'intérieur des entreprises parfois. Je me dis c'est plus difficile de faire la différence aussi. Alors, pas tant que ça en réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication, il y a peu d'usage, et c'est justement le problème. Ah. Et c'est ce qu'on a remarqué, nous, en rentrant un petit peu sur ce marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions, qui communiquent dessus, mais les gens n'utilisent pas le produit. C'est-à-dire que si on regarde dans les faits qui utilise le produit, qui utilise ces plateformes, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, ça devient des offres, et c'est toujours dangereux, ça devient des offres B2B qui sont vendues à des entreprises. Ça leur permet, j'ai envie de dire, de cocher les cases. de cocher une case pour dire voilà, je fais quelque chose et j'ai du covoiturage. Ouais. Mais quand on creuse, les gens ne le savent pas, parce que c'est mal communiqué en interne, et les gens ne l'utilisent pas. Et pourquoi les gens ne l'utilisent pas? Parce qu'il y a un problème de masse, en fait. Donc le problème, c'est D'accord. qu'au sein d'une seule entreprise, il est peu probable que vous ayez assez de gens qui vivent à peu près au même endroit et qui vont se rassembler dans des voitures. Et qui Donc, fassent les mêmes horaires, etc. Et qui fassent les mêmes horaires, et les gens veulent de la flexibilité, et des fois, il faut aller récupérer les enfants, et puis il faut aller à la gym, etc., etc. Donc, c'est assez compliqué. Donc, en fait, il faut une masse d'utilisateurs suffisamment large pour qu'il y ait des équipages. Typiquement, nous, on voit des équipages de 10-20 personnes qui se forment, ce sont des équipages virtuels, hein, mais qui permet, en fait, des fois, de partir avec une personne, de revenir avec une autre. Et donc, ça, on ne peut pas le faire juste au sein d'une entreprise. Il faut le faire de manière régionale, en fait. Donc nous, on a une double approche. On a une approche où on va en effet voir des entreprises. Ouais. Et il y a un modèle économique maintenant avec le forfait mobilité durable, tout ça dans le cadre de la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités. Ouais. Mais on communique aussi grand public. Et donc c'était l'approche de Blablacar Daily et de Blablacar au début. C'est en fait, on n'a pas besoin d'être dans une entreprise, pas besoin d'être un employé XYZ. N'importe qui peut s'inscrire. Et on essaye d'avoir une masse d'utilisateurs suffisante pour que si je recherche un trajet de A à B, je vais trouver suffisamment de voitures, je vais avoir suffisamment de demandes passagers pour que se mette en route en fait cette mécanique de place de marché. Au début, Blablacar, c'était juste, entre guillemets, une plateforme de covoiturage. Aujourd'hui, vous exploitez des bus. Demain, vous avez l'intention de vendre des billets de train, on en reparlera. Mais du coup, vous vous considérez comme un acteur global de la mobilité, pas juste du covoiturage? Oui, exactement. En fait, on a eu deux grandes évolutions au-delà du covoiturage domicile-travail dont on vient de parler. La première, c'était de partir à l'international. Donc aujourd'hui, c'est 80% de l'usage de Blablacar est hors France. Donc on a 80%? C'est 80%. Ah oui. Oui, c'est souvent quelque chose dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, la croissance de la société est portée par ce qui se passe non seulement hors France, mais même hors Europe. 2/3 de l'usage de Blablacar est hors Europe. Donc c'est dans des pays comme la Russie, le Brésil, l'Inde, le Mexique, etc. Et donc c'est souvent des pays émergents d'ailleurs. On voit qu'on a un très bon produit. Et où le besoin aussi et le taux de voiture est peut-être inférieur, etc. Alors, le taux de voiture est inférieur. Donc ça, on pourrait penser que c'est un obstacle parce que finalement on a... Non, je pense qu'au contraire, c'est un avantage. Mais exactement, en fait, c'est un avantage parce que, déjà, il y a une culture du partage qui est très très forte, souvent dans tous les pays que j'ai cités. Et il y a aussi un réseau de transport qui est beaucoup moins bon. On oublie ça, mais on a en fait un réseau ferroviaire en Europe, en France en particulier, qui est assez exceptionnel, et un pays qui est pas si grand. Maintenant, quand on regarde le Brésil, quand on regarde la Russie, en fait, le réseau de transport n'est pas très bon. Donc on s'est étendu beaucoup sur ces pays émergents. Donc aujourd'hui, on est porté par ça. Et deuxième transformation que vous avez évoquée, en effet, on est passé du covoiturage à une plateforme de mobilité interurbaine beaucoup plus large. Et la vision, c'est vraiment d'offrir, en gros, tout ce qui se fait sur la route ou sur le rail, en effet, dans le futur. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, Blablacar, c'est une application sur laquelle je recherche des trajets. J'ai une intention de trajet d'un point A à un point B qui peut être des fois très précis. Et on se doit de tout fournir. Les voitures, c'est le covoiturage, qui est quand même le moyen de transport le plus universel. Le bus, le car longue distance. Et à terme, le train. Et avec pour but non seulement de juxtaposer les offres pour que les gens puissent comparer et choisir le meilleur trajet, mais les combiner entre eux à terme
et être capable d'offrir potentiellement un Ouigo Paris-Rennes combiné avec un covoiturage pour aller de Rennes à Sarzeau dans le golfe du Morbihan. Donc l'idée, c'est vraiment de tout offrir de manière assez agnostique à nos passagers. On est sur de la mobility as a service, là, c'est plus ça. Moi, j'aime pas tellement le mot mobility as a service, parce que je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on est sur une place de marché qui rassemble en fait l'ensemble de l'offre et qui essaye de la combiner avec un point d'unicité pour nous, qui est la voiture. Donc en fait, ce qui nous rend unique, c'est vraiment la voiture. Et la vision, c'est que la voiture, on pense, c'est vraiment le ciment, entre guillemets, de ces différentes offres de mobilité, parce que c'est un connecteur universel, parce que ça peut aller partout. Donc en fait, une fois qu'on a la voiture, on aura des trajets uniques. Donc si quelqu'un, je sais pas, cherche ici les Moulineaux à Sarzeau, pour reprendre mon exemple du golfe du Morbihan, ça se trouve, je vais trouver une voiture qui y va direct, et c'est super. Ça se trouve, je vais trouver un train plus une voiture. Ça se trouve, je vais trouver un bus qui va jusqu'à Vannes, et puis ensuite, je vais prendre un tram, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer l'offre à terme dans sa globalité et de permettre aux gens de faire le bon choix. Et on pense que la voiture a et continuera à avoir un rôle en fait primordial dans le choix des utilisateurs. Les billets de train, c'est parce que vous avez la SNCF à votre capitale ? Non, les billets de train, c'est quelque chose... Alors, dans cette stratégie, c'est quelque chose qui est nécessaire en réalité. C'est le plus gros moyen de transport. Alors, hors voiture, la voiture reste... C'est 80% des trajets de 100 à 600 km se font en voiture. Pas encore tous en Blablacar, j'aimerais, on n'en est pas là. Mais en gros, ça montre que la voiture domine en fait nos transports. Dans les transports du quotidien, c'est 17 millions de Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler tous les jours. Donc ça domine encore une fois le transport du quotidien. Mais après ça, si on regarde les transports partagés, évidemment le train. Alors, on utilise énormément le train. Et pour nous, si on veut si on veut vraiment devenir cette application de référence qui offre tous les trajets imaginables pour aller d'un point A à un point B, il nous faut le train. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, si on pense en combinatoire, c'est-à-dire si on cherche à combiner des trajets train plus voiture, il y a énormément de demandes pour ça. Et ça, on le voit déjà dans nos données, parce que 10%, enfin entre 10 et 15% des covoiturages arrivent ou partent d'une gare. Donc, les gens ne vivent pas dans la gare, évidemment. en fait, j'espère. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont simplement en train de connecter déjà, en le faisant eux-mêmes, en train de connecter un trajet train-voiture. Ce qui est assez normal. Qu'est-ce qui se passe quand on sort d'une gare? Alors, peut-être moins quand on est à Paris, mais hors de Paris, qu'est-ce qu'il y a quand on sort d'une gare? Un grand parking et des voitures qui tournent. Et qu'est-ce que font ces voitures? Souvent, c'est copains, copines, papa, maman qui fait les derniers 10, 20, enfin des fois même plus kilomètres. Et donc, si on arrivait à faire une offre qui permet de combiner ces trajets entre eux, c'est un petit peu le Graal du transport partagé. Vous avez annoncé une entrée en bourse en 2022, une fois que la rentabilité serait retrouvée après la crise. Vous en êtes où? Alors non, on n'a pas annoncé on peut jamais annoncer j'aimerais que ça soit aussi prévisible. C'est vrai. Non, on nous pose souvent la question. La réponse est quasiment toujours la même. C'est-à-dire que oui, c'est une ambition à un moment potentiellement d'être coté, mais c'est pas du tout une obsession court terme. Donc on se réveille pas le matin, en tout cas moi je me réveille pas le matin en me disant il faut à tout prix qu'on soit coté, qu'on fasse une IPO. En fait, ce qu'on aimerait, c'est continuer à grandir. On a beaucoup de croissance. Alors, le Covid, forcément, nous a fait faire des yo-yo sur 2020, 2021. Mais là, les mois de septembre, octobre sont les meilleurs mois de l'histoire de Blablacar. Donc là, ça repart. Et on n'est pourtant pas dans un contexte encore normal et ultra favorable. Donc c'est très rassurant de voir que la croissance intrinsèque nous fait quand même... fait du mois d'octobre le meilleur mois de l'histoire de Blablacar en termes de finances, en termes de revenus. Ensuite, l'évolution logique, c'est si on veut rester indépendant, en effet, on devrait à un moment aller sur les marchés boursiers. Est-ce que ça sera fin 22? Est-ce que ça sera 2023? C'est trop tôt pour le dire, ça dépend de tellement de facteurs. Enfin, déjà, la crise sanitaire qui est complètement imprévisible, à quel moment l'activité va se stabiliser? Je pense que c'est quand même assez nécessaire pour faire une entrée en bourse. Et puis ensuite, l'évolution des marchés boursiers qui est... si on regarde aujourd'hui, c'est sûr que c'est une journée compliquée, mais c'est pas toujours comme ça. Voilà. Et ce sera en France? Ça, probablement, mais ça, on n'a pas encore regardé. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'on est une société française, donc naturellement, on a envie de se coter en France. D'un autre côté, quand on regarde la dynamique de l'activité, ce que je décrivais... C'est pour ça que je vous pose la question. On devient un objet, en tout cas, si on regarde ça d'un point de vue investisseur, on devient un objet qui est finalement une société européenne avec une activité historique forte en Europe,
mais une croissance aujourd'hui très très forte sur des pays émergents. Et donc finalement, il y a une espèce de portefeuille diversifié d'activités pays émergents avec un socle européen très fort. Donc c'est une question qu'on ne se pose pas encore pour le moment. Moi, ce que je dis souvent, c'est numéro 1, c'est faire un joli business. Donc on se focalise là-dessus. Ensuite, toutes les histoires d'IPO viennent assez naturellement après, si on a un joli business. Merci beaucoup Nicolas Brusson, cofondateur et CEO de Blablacar. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et on termine cette émission avec notre rendez-vous mensuel sur la transformation des entreprises avec Arnaud de Malocène. Bonjour. Bonjour. Directeur du développement chez The Boson Project et Alexandra Lenormand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'immobilier, des achats et de la gestion des risques chez Nexity. Pour être juste transparent, on va préciser que Nexity est présent au capital de The Boson Project. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui sur ce plateau, Arnaud, c'est toute la réflexion autour du bureau. Oui. Et c'est vrai qu'on a entendu à peu près tout et n'importe quoi pendant la crise. C'est la fin du bureau, tout le monde en télétravail. Évidemment, la réalité est plus complexe que ça. Votre conviction, Arnaud, c'est que finalement, l'immobilier de bureau est redevenu, grâce à cette crise, sans doute, un levier stratégique pour les entreprises. Complètement. Et on a observé, après le premier confinement, CPSA était le plus emblématique, Ouais. les 80% de télétravail, directeur immobilier et DAF qui se frottent les mains en se disant qu'il va y avoir quand même un certain nombre d'économies. On ne peut pas leur en vouloir vu le contexte. Et puis après les deux confinements qu'on suivi, on a vu une appétence pour le bureau qui est revenue d'abord des équipes qui voulaient revenir au bureau. Et nous, on a des exemples de boîtes qui sont très tech, plutôt américaines, implantées en France, où ils ont dit on laisse les bureaux fermés encore pendant 1 an. Mais les jeunes ont démissionné et se sont barrés dans la boîte d'en face qui était Microsoft, parce que Microsoft trouvait ses bureaux, donc il y avait une vraie appétence à revenir au bureau. Et puis, d'un point de vue managérial et des dirigeants, l'enjeu de finalement maintenir un collectif, maintenir une culture d'entreprise, maintenir la capacité d'innovation, la capacité à travailler en transverse. On l'avait vu avec des sociologues, il y a des collectifs, c'est François Dupuis qui parle de ça, des collectifs affinitaires qui se formaient avec le télétravail, où l'organisation n'a aucune prise sur ce type de collectif-là, qui vont se mettre à bosser par affinité, et finalement ça nuit au collectif de l'organisation. Donc le bureau est redevenu un actif stratégique en fait, et les directeurs immobiliers notamment et des RH se sont emparés du sujet, et parfois même les dirigeants. Donc au niveau des COMEX déjà, on a les directeurs immobiliers qui remontent sur ce sujet, qui redevient un levier stratégique, mais avec une équation qui est hyper complexe, puisque le bureau n'est plus tout seul. Donc aujourd'hui, le bureau, il est en concurrence avec le home office, il est en concurrence avec les tiers-lieux qui cartonnent, et puis peut-être encore d'autres formes de travail qui sont à inventer. La dynamique de télétravail qu'on voit aujourd'hui, elle est qu'un symptôme d'un rapport au travail qui va changer fondamentalement et qui va être quelque chose de plus lourd. Donc les entreprises se retrouvent derrière ce sujet du bureau et des modes de travail, face à des transformations qui sont assez profondes sur pourquoi mes collaborateurs viendront demain, comment est-ce que je les fais mieux collaborer, comment est-ce que finalement je leur offre un deal social qui va être suffisamment acceptable, etc. Et donc derrière, il y a des chantiers qui sont très lourds, qui vont imposer aux entreprises de prendre le temps, de poser un cadre, mais finalement, le bureau devient un levier pour poser ces transformations-là, et c'est ça qui est hyper intéressant. On a pu... l'immobilier qui reste l'espèce de truc où on se dit, une fois qu'on a posé la salle d'innovation, comme on a vu dans certains labos, tout le monde va se mettre à innover. Non, en fait, il y a un sujet culturel de fond derrière. Et les entreprises prennent en main ces sujets de fond-là, en sachant pas trop comment le prendre et en se demandant comment le bureau va être un levier pour accélérer ça. Mais on a quand même assez peu aujourd'hui d'exemples finalisés de bureaux, de nouvelles modes, de nouvelles façons de repenser les bureaux. C'est pour ça que vous m'avez amené Nexity aujourd'hui ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je pense que justement, on va éviter les modes. Jusqu'à maintenant, on avait des tendances. On a eu les open space, on a eu le flex office, on a eu un tas de tendances qui étaient censées permettre aux gens de mieux collaborer, etc. La réalité, c'est que c'est pas vrai. Et que finalement aujourd'hui, la manière de concevoir un bureau, il va falloir mettre le poids du corps beaucoup plus en amont du projet pour partir d'une certaine réalité, des vrais modes de travail et utiliser la palette que va être l'open space, le flex. Mais le flex, en fait, derrière le flex, il y a le sujet de la densité, il y a des choix stratégiques des entreprises qui vont devoir être posés. Et donc on ne pourra pas se réfugier derrière des tendances.
il va falloir rentrer dans un détail, dans une granularité, dans ce qui est la réalité de l'entreprise, dans ce qui est utile pour les équipes, pour la performance. Il va falloir poser des choix. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le mouvement qui s'opère avec l'immobilier qui revient à un niveau stratégique, parce qu'il va bien s'agir de choix qui ne concernent pas juste la couleur de la moquette, mais des choix qui seront déterminants et qui seront le reflet de choix stratégiques des boîtes. Et le projet dont va parler Alexandra, il est emblématique de ça. Alors Alexandra, justement, vous êtes chez Nexity et vous avez été en charge notamment du projet New, qui est le 2e siège de Nexity en termes d'importance des effectifs, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce projet et comment est-ce que vous l'avez conçu ? Alors c'est un projet effectivement qui est né en 2018. Donc en 2018, on a décidé qu'on transférait nos équipes de Clichy à Asnières. Et transférer ces équipes, ça a été perçu initialement comme un déménagement comme un autre, un simple transfert. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une réalité qui était qu'on avait 2 filiales très très différentes. L'une qui travaillait sur du logement, l'autre qui travaillait sur des services aux entreprises, des cultures différentes, vraiment des entreprises qui avaient des réalités très différentes. Et on s'est dit que finalement, il fallait réfléchir ce projet-là, non pas comme un simple projet de déménagement où il suffisait de choisir la couleur des murs pour que tout le monde soit content, mais vraiment de réfléchir ça en amont et de se poser les vraies questions de finalement, demain, dans ces nouveaux bureaux, qu'est-ce qu'on va y faire, à quoi ça sert et pourquoi on déménage d'abord. On aurait très bien pu rester à Clichy. Et finalement, c'est aussi tout ça qui s'est joué sur ce projet, d'avoir cette capacité à réfléchir en amont à ce qu'on allait faire dans les bureaux. Et ça, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Et finalement, la situation ultérieure nous a donné raison de vraiment réfléchir à tout ça. Comment est-ce que vous, une fois qu'on prend la décision de déménager, comment est-ce qu'on construit le projet ? C'est-à-dire, j'imagine, vous dites, qu'est-ce qu'on va y faire dans ces bureaux ? Donc, il faut poser un diagnostic, j'imagine. Comment vous avez travaillé là-dessus ? Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a réuni les dirigeants et on leur a posé des questions, les questions qui fâchent. Puisque eux nous parlaient du confort des sièges de travail et nous on leur a dit avant de parler de ça, ce qui est un sujet important aussi, on va d'abord parler du reste. Et donc on a commencé à travailler avec eux sur à la fois la définition de leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils voulaient faire demain avec leurs équipes, qu'est-ce que c'était leur plan stratégique et comment l'espace de travail pouvait se mettre au service de la stratégie de l'entreprise. Donc on les a mis face à ça. On a fait en sorte qu'ils se connaissent et qu'ils se rencontrent parce que on reste un groupe, Nexity est un groupe avec des filiales très diverses, très variées. Maintenant, pour autant, ce sont des filiales du groupe et elles ont besoin de travailler ensemble. On a un vrai enjeu de mutualisation, de travail en transversalité dans les filiales, mais aussi entre les filiales. Donc on avait aussi cet enjeu-là, dans le cadre du projet, de faire en sorte qu'on améliore le travail en transversalité. Donc ça a été la première étape, de définir avec les dirigeants les ambitions du projet, savoir ce qu'ils voulaient faire, à quoi servaient ces bureaux et comment ces bureaux pouvaient devenir utiles pour eux. Et vous m'avez dit, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit, et surtout, il ne fallait pas qu'on répète les erreurs, et vous m'avez donné un exemple avec des canapés. Ah oui, alors des canapés, on avait fait quelque chose, on s'était dit, il y a eu une mode, vous savez, il y a eu une époque, alors ça devait être au milieu des années 2010, où on s'est dit, on va mettre des canapés pour faire des places de village. À tous les étages. Alors ces canapés sont évidemment au vu et au su de tout le monde, donc personne ne s'y installe, des très très beaux canapés, et personne ne s'y installe parce que simplement en fait s'y installer c'est faire croire aux autres ou laisser penser aux autres qu'on est un tir au flanc. Donc ça, les gens nous l'ont dit vraiment comme ça quand on a travaillé avec eux justement sur le diagnostic. Ce qu'on a fait après avoir travaillé avec les dirigeants, c'est de travailler avec ce que j'appelle moi les vrais gens, pas que les dirigeants ne soient pas des vrais gens, mais travailler avec les collaborateurs pour essayer de recueillir leurs aspirations, leurs envies, leurs appréhensions aussi. Et ça, c'est très très important de comprendre ce qu'ils appréhendent pour pouvoir déconstruire quand c'est simplement une image d'Épinal, ou alors en tenir compte dans le projet justement pour que cette appréhension ne se révèle pas être la réalité. Donc ça, on l'a travaillé avec eux et effectivement, on a essayé d'éviter de faire des canapés dans les places de village parce qu'on a vu que ça ne marchait pas. On a aussi essayé évidemment de tenir compte de notre expérience sur d'autres projets qu'on avait pu mener en interne. Et à l'arrivée, ça donne quoi alors ? Comment sont répartis donc j'ai compris que c'était pas un open space, pas complètement du flex office. À quoi ça ressemble ? Alors, à quoi ça ressemble ? Ça, c'est une très, très bonne question. Ça ressemble au bureau que les collaborateurs souhaitaient. Ça, c'est le plus important. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'en partant du diagnostic que nous avons fait d'ailleurs avec les bosons, on s'est dit, finalement, qu'est-ce que ce seraient les meilleurs bureaux pour ces collaborateurs ? Et donc, on a co-construit avec eux sur la base des souhaits qui avaient été émis. Et donc, on n'a pas laissé une liberté absolue, parce que ça ne marche jamais. En revanche, on s'est dit, les lieux très attendus par les collaborateurs, on va les construire avec eux. Donc l'ensemble des lieux mutualisés
des lieux dans lesquels les collaborateurs peuvent se poser pour 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Ces lieux-là, on les a travaillés ensemble. On a essayé de les définir à la fois dans leur volumétrie, de combien de box de téléphonie on a besoin, de combien de salles de réunion informelles à 4 on a besoin. Et puis ensuite, on les a dessinés avec eux, on a choisi les ambiances ensemble pour qu'ils soient aussi, finalement, un peu maîtres de leur bureau de demain. Mais on est allé au-delà du comme à la maison. Ça a été une mode aussi. Et on s'est dit, finalement, le bureau de demain, c'est pas comme à la maison, c'est mieux qu'à la maison. Justement parce que, comme le disait Arnaud, on est en concurrence directe avec le télétravail. Et donc, quand on vient au bureau, il faut que ce soit mieux qu'à la maison. Et vous avez mentionné un déménagement donc, de Asnières à Clichy, ou inversement, de Clichy à Asnières. Voilà. Comment vous avez accompagné les collaborateurs ? Parce que faire changer de bâtiment, déjà, c'est pas évident. Mais alors, en plus, changer de ville, changer de quartier, là aussi, j'imagine qu'il y a tout un travail. Ça, effectivement, c'est tout un travail, parce qu'il y a... en plus, on s'installe à Asnières dans une ZAC qui est encore en développement. Il y a encore beaucoup de chantiers de logement en cours. Mais c'est un vrai quartier, et ça, c'est important de le dire, avec des commerces tout autour. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les collaborateurs. Justement, on a réuni les collaborateurs autour de ce qu'on avait appelé un challenge, qui était le challenge Ensemble à New. Et ce challenge de collaborateurs, il avait pour vocation de faire en sorte que des collaborateurs s'approprient le quartier, s'approprient le bâtiment et viennent proposer à l'ensemble des autres collaborateurs une façon de connaître le quartier et finalement de commencer à voyager et à s'installer dans le quartier avant même d'y être. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a construit des dépliants. On a organisé des visites de quartier, on a organisé des visites du site, de manière à ce que les collaborateurs s'approprient progressivement le quartier, puisque un immeuble n'est jamais tout seul, c'est pas une île. Il s'implante dans un territoire, et donc c'est important aussi que les collaborateurs, eh bien, évidemment, comprennent ce territoire et comprennent son développement. Pour vous, les bureaux, l'immobilier, ça fait partie intégrante de la transformation d'une entreprise ? Pour moi, ça fait partie intégrante de la transformation d'une entreprise, et c'est surtout un accélérateur de transformation. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais se dire que les bureaux vont transformer les gens, parce que ça, ce n'est pas vrai. En revanche, les bureaux, ils sont l'incarnation de ce qu'est une entreprise, de ce qu'elle aspire à devenir. Et de ce point de vue-là, je pense que New est intéressant, parce que c'est vraiment un bâtiment qui représente ce que les dirigeants voulaient dire, voulaient raconter de ce qu'ils sont et de ce qu'ils aspirent à devenir. Donc une entreprise plus ouverte sur le quartier, ouverte sur la ville, ouverte aux collaborateurs, une entreprise qui justement tient compte des besoins de chacun en tant qu'individu et en tant qu'équipe. Et tout ça, on le sent dans un site. Et vous avez eu la sensation que vous deviez faire un exemple, parce qu'étant dans l'immobilier, sinon c'est les cordonniers les plus mal chaussés ou... Alors, on a eu, évidemment, on est dans l'immobilier, certes, et donc on a pu mobiliser toutes les compétences qu'on avait au sein du groupe, mais à bien y réfléchir, parce que vous m'avez posé cette question quand on préparait cette interview, et à bien y réfléchir, je me suis dit, mais finalement, Nexity, c'est un utilisateur comme un autre. Nos collaborateurs, ils ont les mêmes besoins que l'ensemble des autres entreprises. On n'est pas vraiment différents. On a juste eu la possibilité de mobiliser des compétences peut-être plus facilement. Mais en vrai, nos collaborateurs, ils sont comme les autres. Arnaud, Alexandra a mentionné l'utilité du bureau. C'est vraiment un enjeu central pour vous aujourd'hui ? Je pense, oui. C'est fini les bureaux showroom. Avec le baby-foot et tout ça. Exactement. J'ai l'impression de rentrer chez Ikea ou Leroy Merlin. Et encore, en général, les matériaux sont plus quali. Mais il y a un vrai sujet d'utilité, mais qui est... Le sujet de l'utilité, c'est un truc qui est assez intéressant. C'est que post-Covid, toutes les remontées terrain qu'on a, des collaborateurs, c'est le sujet de l'utilité. Quelle est mon utilité dans l'équipe ? Quelle est l'utilité de mon entreprise dans la société, etc. Et quelle est l'utilité de mon bureau ? Donc le but, c'est pas que ce soit comme à la maison. Le but, c'est que pour ceux qui ont redécouvert les vertus du silence et de la concentration pendant le confinement, ils sont nombreux, comment est-ce que je peux retrouver ça au bureau ? Comment est-ce que finalement j'ai des usages qui sont sur mesure, qui correspondent à ce que je suis, qui vont me permettre de travailler ? Donc déjà, les bureaux, c'est un lieu où on travaille, c'est pas le baby-foot, etc., etc.
Mais derrière, il y a 2 autres sujets qui remontent, qui est celui de la convivialité quand même, mais avec une vraie authenticité. Donc on vient au bureau aussi pour rencontrer les gens, voir les autres, etc. Mais pas dans des places de village artificielles, mais dans des choses qui ressemblent à chaque entreprise. Et chaque entreprise, pour le coup, a ces espèces de rituels, son historique, qui fait que il y a une place du village qui va marcher sur une boîte. L'autre, ce sera pas ça. En fait, ce sera des petits espaces qui vont se multiplier, qui font que ça fonctionne comme ça, parce qu'il y a une notion de confidentialité ou autre. D'autres, ce sera très cool. Et d'autres, comme un labo pharmaceutique avec lequel on a eu la chance de travailler, où le premier retour des collaborateurs, c'est de dire mais pourquoi on a fait des trucs cool, on n'est pas cool. Donc, en fait, c'est arrêtons les catalogues et concentrons-nous vraiment sur les usages, sur ce qui est utile pour les gens dans leur travail, dans leur relation avec les autres et avec une vraie notion de simplicité aussi. Il faut arrêter la complexité, notamment dans le fléchage. Enfin, si on compte plus les bâtiments où tout le monde se perd, comment est-ce qu'on arrive à quelque chose de simple? C'est toujours facile à dire sur un plateau, mais c'est finalement ça, simplicité, utilité et puis un aspect authentique et convivial. Merci beaucoup Arnaud de Malassène, directeur du développement The Boson Project. Alexandra Lenormand, directrice de l'immobilier, des achats et de la gestion des risques chez Nexity. C'est la fin de cette émission, évidemment. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain et puis dès lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.